Salut tout le monde, bienvenue sur Faut ce qu'il faut pour une nouvelle vidéo, cette fois sur la guerre en Iran. Comme vous avez pu remarquer, les Américains, malgré l'abondance de capacités de projection de force, n'ont pas particulièrement fait preuve de planification ou de cohérence pour cette guerre-là. Je vais ici la comparer avec la guerre du Golfe de 1991, qui comporte beaucoup de similitudes avec la guerre actuelle. Les deux sont dans la même région, l'Iran et l'Irak sont des pays voisins, avec accès à la même voie maritime, une économie d'exportation pétrolière, avec des régimes autoritaires qui soutenaient le terrorisme et voulaient des armes de destruction massive. D'ailleurs, l'Irak en avait déjà à l'époque. Dans les deux cas, on a eu une campagne menée par les États-Unis avec une campagne aérienne soutenue de plusieurs semaines et une réponse asymétrique difficile à contrer de la part du régime. Malgré les similitudes, la guerre du Golfe a été nettement mieux menée, avec un bon leadership américain, des objectifs clairs, une légalité internationale et un mené à une victoire nette malgré de la technologie moins avancée à l'époque. On va voir ici comment et pourquoi la guerre de 1991 a bien performé, tandis que la guerre de Trump a été une série de problèmes. Je vais débuter ici avec le contexte pour chaque guerre. L'Irak de Saddam Hussein était un régime merdique et sanglant qui avait tué des milliers de personnes sur des bases sectaires, en avait torturé beaucoup de manière atroce et en avait gazé des dizaines de milliers. C'était un régime militariste et séculier qui utilisait la religion comme une façade. Saddam soutenait des groupes terroristes dans la région contre des voisins et surtout contre Israël, qui voyait comme l'ennemi numéro 1. Saddam avait un programme d'armes de destruction massive élaboré, avec des armes chimiques utilisées contre l'Iran et contre sa population, un programme bactériologique et un programme nucléaire élaboré. L'Irak avait eu un réacteur nucléaire détruit par Israël en 1981 et en 1991, le programme nucléaire était très avancé vers la construction d'un autre. Parce que l'Iran était un ennemi des États-Unis, l'Irak était vu comme un contrepoids par Washington qui lui a fourni du renseignement militaire. On espérait qu'avec des relations, on arriverait à réduire l'autoritarisme de Saddam et d'amener l'Irak dans la communauté internationale. Malgré ça, le dictateur a persisté, a utilisé du gaz de combat contre l'Iran, et la guerre a fini en 1988 en statu quo avec des centaines de milliers de morts. Saddam se voyait après la guerre comme un héros régional face à l'Iran et voulait que les pays de la région, surtout son petit voisin le Koweït, paient ses dettes de guerre. Évidemment, ils ont refusé, et Saddam croyait à une conspiration contre lui par les Américains, les sionistes et les riches pays voisins. L'Irak avait à ce moment-là une énorme armée et une économie chancelante, un mélange explosif. Les États-Unis avaient sous-estimé l'agressivité de Bagdad, qui menaçait constamment de détruire Israël et d'envahir le Koweït. À l'été 1990, Saddam a calculé que le temps était propice pour prendre son petit voisin riche pendant que les États-Unis étaient distraits par la fin de la guerre froide et pensaient qu'il ferait juste face à des plaintes à l'international. L'armée irakienne a débuté le 2 août 1990 l'invasion du Koweït avec des divisions blindées et des commandos. Plus d'1 millier de civils ont été tués et des dizaines de milliers d'étrangers ont été pris en otage et envoyés sur des sites stratégiques comme boucliers humains. Pas de quoi attirer la sympathie à l'international. L'Iran, pendant ce temps-là, a été un allié des États-Unis et d'Israël avec le Shah Pahlavi jusqu'en 1979. Le Shah avait une mauvaise image et les mauvaises conditions économiques ont amené à sa perte. Il a été renversé par une révolution menée par des groupes divers et coordonnée par l'Ayatollah Khomeini. La République islamique a été proclamée le 1er avril et le nouveau régime a écarté ses anciens alliés de gauche. Les droits des femmes étaient diminués et des milices faisaient respecter la loi religieuse. Israël et les États-Unis étaient désormais les deux grands ennemis de l'Iran et leurs ambassades ont été pris d'assaut. Les Iraniens ont pris 66 diplomates américains en otage et Washington a eu beaucoup de mal à les récupérer. Ça a été une humiliation jamais oubliée, surtout par Trump. L'Iran, là aussi, est une dictature merdique qui, à défaut de gazer sa population, en a quand même massacré des milliers à travers son histoire, comme on a vu au début de cette année. Durant la guerre avec l'Irak, on a saisi le prétexte pour débuter une campagne de répression sanglante. Il y avait quand même des élections, et on a même eu en 1997 un président réformiste élu, mais il était impuissant face au pouvoir de l'Ayatollah, et les candidats pour tous les niveaux d'élection doivent être préapprouvés par le Conseil des gardiens. Les journaux offensant les principes islamiques étaient fermés. Les services secrets iraniens ont tué des leaders séculiers et des dissidents sur place ou à l'étranger. Il y a évidemment beaucoup de fraude électorale et de manifester contre ça a mené à des morts. Pour ses relations avec l'étranger, comme j'ai dit, l'ennemi est Washington et Israël, et le pays a pour la plupart depuis 1979 été sous sanctions américaines.
Téhéran s'est impliqué énormément dans les conflits de la région en soutenant des groupes terroristes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine, les Houthis au Yémen et en Irak le groupe Al-Sadr et l'organisation Badr. La destruction d'Israël est une politique d'État par antisémitisme, par antisionisme et à cause de la manière dont les Israéliens ont traité les Palestiniens. Téhéran s'est constamment opposé au processus de paix entre Palestiniens et Israéliens et a toujours favorisé la violence. D'abord en soutenant des groupes, puis à partir de 2024 en tirant directement sur Israël. Un des facteurs est la dimension religieuse. Les musulmans chiites croient que le Mahdi, un prophète immortel qui se cache depuis le 9e siècle, va venir les sauver durant une période de conflits destructeurs et amener le monde vers un royaume musulman. Le clergé iranien croit à ça et voit la destruction d'Israël comme une étape vers la réalisation de la prophétie, d'où pourquoi beaucoup ont peur d'un Iran avec des armes nucléaires. L'Iran veut aussi des armes nucléaires pour la dissuasion et la protection du régime, mais il n'est pas clair jusqu'à quel point l'Iran est dans le paradigme rationnel. Le programme nucléaire militaire iranien avait été caché au monde pendant des années. L'administration américaine d'Obama avait obtenu un accord en 2015 sur le nucléaire où l'Iran a fait des grandes concessions, mais Trump s'en est retiré en 2018 en disant que l'accord ne fonctionnait pas. En 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran était en brèche du traité de non-prolifération. Immédiatement après, en juin, les Israéliens ont mené une guerre de 12 jours de précision sur des sites nucléaires et des sites de missiles, avec assistance américaine de dernière minute. Trump, quant à lui, a gardé la même optique depuis les années 80, avec une affection pour la Russie et les droits de douane, une hantise envers l'OTAN et une volonté de se venger de l'humiliation des otages en Iran. Déjà dans les années 80, il parlait d'arrêter de défendre le Japon et les Saoudiens et disait qu'il aurait fallu envoyer des troupes prendre des réserves de pétrole iraniennes. On a donc des contextes relativement similaires entre l'Irak et l'Iran, excepté que c'était l'Irak en 1990 qui avait initié le conflit et pas l'Iran en 2026, et ça allait faire une grosse différence. L'invasion flagrante et anachronique du Koweït par l'Irak a permis à Washington de répondre fortement et d'assembler une coalition internationale. Autant que l'administration américaine avait été maladroite avec l'Irak dans le passé, désormais le gouvernement de Bush père était très clair et résolu, disant le 5 août This will not stand this aggression against Kuwait. Bush s'est employé à organiser des sanctions internationales avec une offensive diplomatique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le 6 un embargo commercial et financier qui a fait perdre à l'Irak 90% de ses importations, toutes ses exportations et la moitié de son PIB. Même l'URSS et la Chine ont coupé leurs ventes d'armes. Mais Saddam n'a jamais dérogé, pensant pouvoir tenir. Saddam avait mal calculé. Il avait sous-estimé la volonté américaine, il reconnaissait pas la bonne entente relative entre les pays du monde à ce moment-là, il a aggravé les choses avec les otages, il faisait craindre le monde pour le flot du pétrole, et il donnait l'impression de vouloir envahir l'Arabie Saoudite. Ses forces étaient tournées et retranchées sur la frontière saoudienne, et les Américains ont initié en vitesse l'opération Desert Shield pour amasser des troupes au plus vite pour le dissuader. C'est dans les prochains mois que les objectifs américains sont devenus plus spécifiques, d'expulser les envahisseurs du Koweït et de réduire la capacité irakienne à attaquer des voisins dans le futur. Étant donné la puissance américaine, ça pouvait avoir l'air facile, mais il fallait amener beaucoup d'unités basées en Europe et dans le Pacifique, et il fallait pour ça une armada d'avions et de navires pour tout acheminer. Grâce à la diplomatie américaine, 38 nations ont offert d'envoyer des troupes, dont des pays arabes, 12 ont offert de l'aide financière, et même les Soviétiques, qui étaient le principal allié de l'Irak, se sont rangés sur le côté. Les Nations Unies ont en novembre autorisé l'usage de force contre l'Irak si Saddam se retirait pas du Koweït d'ici le 15 janvier 1991. Le dictateur irakien a bien entendu refusé, voyant la diplomatie occidentale comme un signe de faiblesse. Pour la planification, oui, la coalition avait des grands moyens militaires, mais la tâche restait difficile. Il y avait très peu d'experts de la région dans le commandement américain. L'Irak à l'époque avait la 4e armée au monde avec une énorme infrastructure de soutien, des centaines de milliers d'hommes, des milliers de blindés, autour de 750 avions et surtout un énorme complexe de systèmes antiaériens. Les Irakiens par contre étaient surtout une armée tactique qui favorisait les grandes batailles décisives plutôt que des notions stratégiques et opérationnelles complexes. Ils avaient établi au Koweït 3 lignes de défense avec des champs de mines et une abondance d'artillerie. Saddam pensait pouvoir faire abandonner les Américains à cause des pertes. Du côté américain, le président Bush a obtenu au Congrès le 7 janvier l'autorisation d'utiliser tous les moyens nécessaires pour forcer l'Irak hors du Koweït. Les sondages montraient que la grande majorité des Américains étaient derrière la guerre. Il s'agissait désormais de la gagner. Les forces américaines s'étaient rebâties depuis la guerre du Vietnam, autant en équipement qu'en doctrine stratégique.
On a décidé en faveur d'une campagne aérienne de plusieurs semaines, suivie d'une campagne terrestre. Les Américains voulaient éviter de fissurer la coalition avec les pays arabes et ont travaillé à garder Israël hors du conflit. Le 9 janvier, les Irakiens, en rencontre diplomatique, ont encore nargué le reste du monde. La guerre était inévitable et Washington était préparé à presque tous les niveaux. Comme l'ancien secrétaire de la Défense Weinberger avait déclaré en 1984, des politiques élaborées sans une compréhension claire de ce que nous espérons accomplir nous vaudraient le mépris de nos troupes qui s'opposeraient, à juste titre, à être utilisées dans tous les sens du terme. Si nous décidons d'engager des forces dans des opérations de combat à l'étranger, nous devrions avoir des objectifs politiques et militaires clairement définis, et nous devrions savoir précisément comment nos forces peuvent atteindre ces objectifs clairement définis. Ça allait parfaitement être le cas en 1991 et presque pas du tout dans la guerre actuelle avec l'Iran. Pour la guerre avec l'Iran, il n'y avait presque rien de clair. Il n'y a pas eu d'invasion de la part de l'Iran, pas de grande cause pour la justice internationale, juste une menace distante dans le temps. C'était les États-Unis et Israël qui ont débuté les hostilités, et la guerre était illégale du point de vue de la Charte des Nations Unies. C'est dur dans ces conditions-là d'assembler une coalition internationale. Mais on pourrait dire au contraire que Bush fils en 2003 a réussi à amasser une coalition assez décente pour envahir l'Irak. Ici, l'administration Trump n'a même pas essayé. Ils ont juste collaboré avec Israël sans avertir d'autres alliés. Leur justification était le secret militaire, et effectivement, plus il y a de communication avec des alliés, plus il y a des risques de fuite, mais là, ils avaient une flotte en approche détectée depuis longtemps, donc on se demande à quel point la surprise est importante. L'Iran en plus s'attendait à une guerre proche et avait amplifié sa production pétrolière en anticipation. On remarque ici deux choses. Trump avait aucune crainte à impliquer Israël dans un conflit contre un pays musulman, contrairement en 1991, et surtout, il a été extrêmement contradictoire sur la nécessité des alliés pour la guerre. J'ai fait ici un graphique qui résume dans le temps ces déclarations, allant de « on n'a pas besoin d'alliés » à « ça serait bien qu'ils aident » à « pourquoi qu'ils n'aident pas ». La bonne conduite de la guerre dépend surtout d'objectifs clairs, comme en 1991. En 2026, l'objectif américain qui est resté le même depuis le début était d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Mais d'un côté, le président déclarait que les bombardements de 2025 sur des sites nucléaires étaient des énormes succès, tout est un énorme succès pour lui, qu'on avait oblitéré le programme nucléaire, et de l'autre, il justifiait la guerre en parlant d'empêcher l'Iran d'accéder aux 440 kg d'uranium enfouis sous terre. Un autre objectif était la destruction des missiles et autres moyens de projection de forces iraniennes, mais sur ça, les priorités ont changé au fur et à mesure. Ce qui a changé plus était la question du changement de régime. Au départ, Trump disait que c'était pas la priorité. Ensuite, après quelques jours, avec l'euphorie, on parlait de reddition iranienne sans condition et de changement de régime, avec les porte-paroles américains qui essayaient de mitiger les propos pour relativiser. Et au bout d'un moment, Trump a commencé à dire que le régime iranien avait été changé et était différent, ce qui est complètement faux. Trump n'a jamais essayé de rallier le monde derrière ses objectifs. Il a suivi le style de Lyndon Johnson pour le Vietnam en essayant de minimiser la guerre en parlant d'une petite excursion rapide. Tandis qu'en 1991, on parlait d'une grande menace irakienne et qu'on a été surpris du succès, ici on a constamment minimisé l'ampleur de la guerre et l'Iran a été plus coriace que prévu. Avec l'évolution de la guerre, on a aussi eu comme objectif important la réouverture du détroit d'Ormuz, qui n'a jamais été atteint. Au niveau de l'analyse géopolitique, plusieurs disent que le but final de la guerre était d'affaiblir la Russie et surtout la Chine. Sauf que comme on a vu, Trump garde une affection pour la Russie, les hauts prix pétroliers ont aidé Moscou, et le président a exempté les Russes de certaines sanctions pétrolières. Pour la Chine, un argument veut que la guerre soit pour drainer ses réserves stratégiques de pétrole. La Chine est effectivement le plus gros importateur de pétrole iranien, et le blocus américain sur l'Iran, qui a été appliqué très tard et de manière improvisée, aurait pu lui faire mal sur le long terme. Sauf que le blocus a laissé passer plusieurs pétroliers vers la Chine, tandis que des alliés des Américains comme la Corée du Sud ont dû payer l'Iran pour passer Hormuz. Ensuite, la Chine a des réserves stratégiques estimées à 1,3 milliard de barils, les plus grosses au monde, et a seulement commencé en mai à piger 1 million de barils par jour dedans. De vider les réserves aurait été bien plus long que ce que Trump était prêt à attendre. En plus de ça, un Iran qui garde une capacité de harcèlement dans la région reste un atout pour la Chine. Pour les Israéliens, les objectifs incluaient les mêmes que les Américains, mais de manière beaucoup plus rigoureuse et systématique. Le focus ici est surtout le changement de régime, parce qu'ils savent que le régime va toujours essayer de reconstituer ses forces de frappe dédiées à la destruction d'Israël. L'opération Desert Storm a débuté avec une campagne aérienne très élaborée et bien coordonnée pendant 6 semaines. On faisait face à l'armée de l'air irakienne, 6e au monde, mais avec des pilotes moins bien entraînés que les Occidentaux.
Et de 750 avions, 68 étaient de 4e génération et 186 de 3e génération. Ils avaient 54 bases aériennes, mais la coalition les a systématiquement visées et l'aviation irakienne n'a pas été un grand problème. La plus grande menace était le système anti-aérien, parmi les plus dangereux au monde. Ils avaient plusieurs dizaines de milliers de missiles sol-air, à guidage radar ou thermique, et 7500 canons anti-aériens, dont plusieurs milliers centrés à Bagdad. Ils avaient une variété de radars de courte et de longue portée, parfois impossibles à brouiller, ainsi que le système de coordination des défenses CARI, bâti par les Français. Leur système avait été dispersé le plus possible en anticipation à une guerre. Les armes de longue portée ont été neutralisées assez vite, mais celles de basse altitude sont restées dangereuses jusqu'à la fin. La planification aérienne de la coalition avait 5 objectifs: d'isoler et d'incapaciter le régime, gagner et maintenir la suprématie aérienne, détruire les moyens d'ADM irakiens, détruire la capacité offensive et rendre ineffectives les forces armées irakiennes. On a divisé les cibles en 12 catégories avec 8 catégories de cibles stratégiques. La campagne aérienne allait être en 4 phases. Une campagne stratégique, une campagne de supériorité aérienne et d'élimination des défenses antiaériennes, ensuite la réduction de l'efficacité des forces terrestres, et finalement le soutien au sol pour l'offensive terrestre. On avait pour ça 2700 aéronefs, incluant les nouveaux avions furtifs F-117, ainsi que les nouveaux missiles mer-sol Tomahawk. L'exécution de la campagne aérienne s'est montrée d'une finesse sans précédent à l'époque, même pour aujourd'hui. Il y a eu 1000 sorties la première nuit, avec seulement un avion perdu. Les F-117 ont mené à bien des raids sur Bagdad avec des munitions de précision. Il y avait des munitions appelées Kit 2 qui larguaient des filaments de carbone pour court-circuiter les installations électriques sans les détruire. Les Britanniques avaient des munitions spécialisées dans la destruction d'aérodromes, mais ont dû arrêter les attaques de basse altitude à cause des défenses. Les Irakiens avaient 600 bunkers renforcés dans le pays, et il fallait pour chacun 2 bombes de précision pour les détruire, ce qui a été accompli avec brio. L'Irak a décidé d'envoyer des avions vers l'Iran pour les sauver. La supériorité aérienne de la coalition a été assurée en seulement 3 jours. En 3 semaines de bombardement, l'aviation avait bombardé le réseau électrique, les services de sécurité de Saddam, les communications et beaucoup des ponts, le tout à coût négligeable. Cependant, Saddam n'était pas tombé et l'Irak cherchait pas la paix. Des bombardements stratégiques sur le pétrole irakien, qui avaient détruit 90% des infrastructures pétrolières, n'avaient pas fait effet en si peu de temps. Il y avait quand même des désaccords et rivalités au sein des forces américaines, avec les aviateurs disant pouvoir gagner la guerre seuls et les hommes de terre voulant plus de bombardements sur les forces irakiennes retranchées. Il y a eu 35 000 frappes sur elles, et les aviateurs étaient devenus très habiles à détruire les blindés ennemis. Malgré ça, on voyait bien qu'il fallait initier une campagne terrestre pour gagner en février. Il y avait eu durant la guerre 116 000 sorties, ainsi que 288 Tomahawk et 35 ACLM tirés. Ce qui a vraiment distingué la guerre aérienne en 1991 était le niveau de précision dans les frappes, notamment avec des bombes guidées dites intelligentes. Il y avait des bombes intelligentes qui pouvaient cibler très spécifiquement avec une précision de quelques mètres, mais des 88 500 tonnes de bombes lâchées sur l'Irak, moins de 10% étaient intelligentes. Ces bombes-là étaient beaucoup utilisées sur des cibles stratégiques, notamment en milieu urbain, pour éviter les pertes civiles. Pour donner une idée, en Normandie en 1944, il y avait un civil tué par 4 tonnes de bombes larguées. Au Vietnam, un civil tué pour chaque 15 tonnes, et dans le Golfe pour chaque 38 tonnes. Il y a eu au total environ 2300 civils tués par les frappes durant la guerre en 6 semaines, ce qui est vraiment peu. Il y a eu par contre une bavure le 13 février, mais qui était difficile à éviter. Le bunker Al-Firdaus à Bagdad était, selon le renseignement américain, utilisé par les forces irakiennes parce que c'était le même type de bunker utilisé en temps normal, il y avait du camouflage dessus, il y avait un flot de communication qui émanait, des véhicules militaires qui étaient stationnés devant et la présence du renseignement irakien tout près. Sauf qu'en réalité, il servait d'abri aux familles de membres du gouvernement. 200 à 300 personnes, beaucoup des femmes et enfants, sont mortes de manière terrible. Les Irakiens, évidemment, ont parlé d'attaques criminelles et préméditées, mais évidemment, c'était pas le cas. Mais même à ça, les Américains voulaient éviter des scandales et ont nettement réduit les frappes sur Bagdad. Pendant ce temps-là, Saddam Hussein commettait des vrais crimes, notamment en détruisant 732 puits de pétrole koweïtien, brûlant jusqu'à 5 millions de barils par jour. Il a fallu des milliers de pompiers pendant 8 mois par après la guerre pour tout éteindre. Il a aussi ordonné le déversement de 4 à 6 millions de barils de pétrole sur la côte koweïtienne le 25 janvier, et il a fallu une frappe aérienne de la coalition pour venir couper le terminal. Saddam a aussi placé des quartiers généraux directement dans des lieux de culte, des écoles et des hôpitaux, et a placé des avions près des maisons, sachant que la coalition les viserait pas. La campagne aérienne de la coalition a réussi à sévèrement affaiblir les forces irakiennes, mais il restait la campagne terrestre pour boucler le tout.
Pour l'opération Epic Fury, la campagne américano-israélienne contre l'Iran, évidemment, j'ai pas accès aux archives sur les décisions militaires et politiques. On peut juste faire avec ce qu'on a. Les forces en présence en 2026 étaient un portrait différent de celui de 91. L'Iran déjà avait une aviation relativement moins forte que celle de Saddam, avec la plupart de ses avions datant d'avant la révolution, et d'autres comme ses MiG-29 étaient ceux que les Irakiens y avaient réfugiés en 91. Des 400 avions iraniens estimés, environ 150 étaient opérationnels. Ils ont représenté une menace bien plus petite que l'aviation irakienne. Les Américains et les Israéliens, quant à eux, avaient en permanence dans la campagne environ 400 avions, tous modernes, dont beaucoup de F-22 et F-35 furtifs. Les Israéliens faisaient passer leurs avions par-dessus la Syrie, tandis que les Américains avaient des bases au Koweït, en Jordanie et aux Émirats arabes unis, et ont amené 2 groupes de porte-avions, puis à partir de mars 3. Tandis qu'en 91, on avait moins de 10% de munitions guidées, et qu'en 2003, c'était 68%, ici c'était pratiquement 100%. Ils ont surtout utilisé des JASSM, des missiles air-sol longue portée très coûteux, mais aussi des JDAM, des bombes standards modifiées pour être guidées. Il y a aussi eu 1400 Tomahawk tirés, ainsi que des missiles ATACMS depuis le sol. Contre ça, le système antiaérien iranien était probablement moins fort que celui de Saddam, avec beaucoup moins de canons antiaériens, surtout autour de Téhéran, où les attaquants ont pu opérer en toute impunité. Même les avions non furtifs ont très peu été touchés. Les cibles en Iran ont inclus le système antiaérien, des communications, des centres logistiques, des aérodromes, le leadership, des usines d'armement et des lanceurs de missiles. On a aussi eu quelques frappes sur des postes de police dans l'ouest du pays pour aider à une éventuelle campagne kurde qui s'est jamais matérialisée. Là aussi, la campagne aérienne, qui a débuté le 28 février, a généralement été bien menée, mais on s'attendait pas à moins. Le guide suprême Khamenei a été tué dès le premier jour dans une frappe de précision. Trump a dit que le régime a été changé avec sa mort, mais réalise pas que c'est une institution bien ancrée. Le général Kane, chef d'état-major américain, a déclaré la supériorité aérienne le 2 mars. Au moment du cessez-le-feu le 8 avril, les Américains avaient fait 10 200 sorties et frappé, selon eux, 13 000 cibles. C'est surtout les Israéliens qui ont été impressionnants, autant ici qu'en juin 2025. Avec la qualité de leur renseignement, ils ont pu mener des frappes ciblées comme sur Khamenei, mais aussi sur l'Assemblée des experts à Com, qui sert à élire le prochain leader. Là, les chiffres sont pas toujours clairs. Certains parlent de 8500 sorties israéliennes, d'autres de 1000. Mais dans tous les cas, c'est les assassinats ciblés qui ont fait la force d'Israël et qui codent dans leur objectif de changement de régime. Il y a eu beaucoup moins d'avions qui ont été descendus en combat ici qu'en 1991. On a ici comme chiffre 42 avions perdus ou endommagés, surtout endommagés, dont plusieurs qui ont été attaqués au sol dans des bases dans des pays voisins. Un F-15 a été descendu au-dessus de l'Iran avec ses 2 hommes. Une opération de recherche a été menée avec brio pour les sauver, incluant un aérodrome improvisé sur place. Le président Trump était, selon les rapports, hystérique durant l'événement, pensant surtout en termes d'impact sur l'opinion américaine, mais c'est pas quelque chose de sans précédent. Lyndon Johnson pour le Vietnam était assez terrible comme commandant en chef, manquait de respect également envers les militaires et pensait surtout en termes électoraux. Il y a eu là aussi un gros cas de victime collatérale qui a fait un petit scandale. Là, ça a été une frappe qui devait viser un bâtiment du renseignement, mais qui a plutôt frappé une école de l'autre côté de la rue. Ça a fait dans les alentours de 156 morts, dont 120 enfants selon l'Iran, un chiffre non vérifié. C'est le genre d'erreur qui arrive en guerre, c'est triste à dire, mais le pire a été la réaction de l'administration Trump, qui a nié toute faute et a même dit que c'était peut-être une frappe iranienne. L'administration Trump a surtout été incohérente sur le progrès de la guerre. J'ai lu toutes les publications de Trump sur l'Iran sur Truth Social, environ 12 000 mots au total, ainsi que beaucoup de déclarations de lui et du secrétaire Hegseth pour faire ce graphique-là. Donc ici 2 courbes, en orange quand la guerre va être gagnée militairement, et en bleu quand le conflit en général va se terminer, soit dans longtemps, on ne sait pas, bientôt, donc quelques semaines, imminent, donc quelques jours, ou c'est déjà gagné. Je peux ajouter des événements du conflit en référence. Ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'ils se contredisent le même jour, et des fois avec une grande différence. Remarquez que pour la victoire militaire, ça leur a pris seulement 2 semaines pour proclamer la victoire et ils ont gardé le même message, tandis que pour la fin du conflit, ça a changé constamment. Parlant de ça, je pense que ça vaut la peine de comparer les déclarations des 2 présidents américains pour les 2 guerres, avec un Bush tout en finesse et en humilité quand la situation était superbe, et un Trump toujours aussi vantard dans une situation incohérente. No one commits America's armed forces to a dangerous mission lightly, but after perhaps unparalleled international consultation and exhausting every alternative, it became necessary to take this action. And let me tell you why.
Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Let me make clear what I mean by the region's stability and security. We do not seek the destruction of Iraq, its culture, or its people. Rather, we seek an Iraq that uses its great resources not to destroy, not to serve the ambitions of a tyrant, but to build a better life for itself and its neighbors. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. I'm asking the oil companies to do their fair share. They should show restraint and not abuse today's uncertainties to raise prices. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. Standing up for our principles will not come easy. It may take time and possibly cost a great deal. But we are asking no more of anyone than of the brave young men and women of our armed forces and their families. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Our military is the greatest in the world, with the greatest equipment and the greatest people in the world. Nobody's ever seen anything like it. It is important, however, to keep in mind two things. First, this effort will take some time. Saddam Hussein has devoted nearly all of Iraq's resources for a decade to building up this powerful military machine. And we can't expect to overcome it overnight, especially as we want to minimize casualties to the U.S. and coalition forces and to minimize any harm done to innocent civilians. I call it a skirmish because that's what it is. It's a skirmish. And we're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. And we're doing pretty much equally as well, I would say, larger. And second, we must be realistic. There will be losses. There will be obstacles along the way. And war is never cheap or easy. And I say this only because I am somewhat concerned about the initial euphoria in some of the reports and reactions to the first day's developments. No one should doubt or question the ultimate success because we will prevail. But I don't want to see us get overly euphoric about all of this. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. This is the burden of leadership and the strength that has made America the beacon of freedom in a searching world. In America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Ce qui a le plus marché pour l'Irak, et l'Iran l'a pris en note, c'était la guerre asymétrique avec des tirs de missiles balistiques. Avant la guerre du Golfe, on savait que Saddam Hussein avait ses fameux missiles Scud, mais les estimés n'étaient pas précis et allaient de 300 à 700. Les Irakiens avaient 28 plateformes fixes qui ont été visées, mais la vraie menace était 225 lanceurs mobiles qui tiraient avant de se cacher. Avec le début de la guerre, Saddam voulait tirer sur Israël pour provoquer son entrée en guerre et risquer de fracturer la coalition avec les pays musulmans. Les Américains par contre ont réussi à garder les Israéliens hors de la guerre en leur fournissant des batteries de défense antimissiles Patriot et la promesse de trouver et de détruire les Scud.
Saddam en a aussi tiré sur l'Arabie Saoudite, avec notamment un le 25 février qui a fait 28 morts et 98 blessés. 42 missiles ont été tirés durant la guerre. La coalition a réussi à diminuer leurs tirs, mais pas à les arrêter complètement, malgré presque 2500 sorties aériennes dédiées. Il y a eu 600 missiles Patriot déployés au total en défense en Arabie, en Turquie et en Israël. Un problème était que les Scud irakiens étaient modifiés et avaient tendance à se désintégrer dans l'atmosphère, donc les Patriots cherchaient à attaquer tous les fragments. Le taux d'interception reste controversé. Les Iraniens ont retenu la leçon. Si leur force conventionnelle aérienne était inférieure à celle de Saddam, leur force asymétrique était largement supérieure. C'est dur de dire exactement les capacités de missiles et de drones qu'ils avaient au départ. Ils avaient entre 2500 et 4000 missiles au début de la guerre et des milliers de drones. Ils avaient même établi des usines de drones au Tadjikistan en cas de destruction des leurs. Aussitôt la guerre débutée, ils ont fait comme Saddam mais en beaucoup plus gros, avec des dizaines voire des centaines de frappes par jour sur Israël et les voisins du Golfe. Ce graphique-là pour les voisins du Golfe le montre pas, mais il y a eu en plus 650 missiles et 765 drones tirés sur Israël. Le but était d'intimider les voisins, de faire mal aux Israéliens, de semer le chaos et de drainer les intercepteurs américains et israéliens. Ils ont frappé des infrastructures pétrolières, des usines de désalinisation, des infrastructures électriques, des bâtiments résidentiels et des bases américaines. Donc au même moment où ils se plaignaient de la frappe accidentelle sur l'école, les Iraniens frappaient des bâtiments civils dans des pays qu'ils n'ont même pas attaqués. Les Américains manquaient de défense et ont dû aller chercher des batteries antimissiles en Asie. Ils n'avaient jamais parlé au préalable avec les Ukrainiens qui pourtant ont une expertise maintenant avec la guerre de drones pour aider avec les défenses. Les Américains ont même dit qu'ils avaient été surpris par les drones Shahed qui pourtant c'était une arme très connue utilisée par les Russes en Ukraine. Sur la question des missiles et défenses, on a entendu depuis le début du conflit dans la presse des affirmations voulant qu'un côté ou un autre allait en manquer bientôt. Jusque-là, ça s'est avéré faux, mais surtout les stocks de munitions sont une information très bien gardée pour chaque pays, et c'est dur de faire confiance aux sources anonymes. C'est une information qui est très compartimentée et très peu de gens sont au courant de tous les faits sur leur propre pays. Donc on voit que dans les deux cas, l'Iran et l'Irak ont pleinement profité de leur capacité asymétrique pour harceler leurs ennemis et causer des dommages, surtout symboliques, mais importants. Pour la guerre du Golfe, l'aspect naval a été assez minime. La flotte de Saddam en 91 était minime, avec des petits bateaux d'attaque, des chalands de débarquement et des bateaux de minage. Sa flotte a été détruite en quelques jours. La menace venait plus des champs de mines, qui étaient loin des côtes et très variés. Les Irakiens avaient semé 1167 mines, allant de matériel de la Première Guerre mondiale à du matériel moderne. Les Américains, Britanniques, Saoudiens et Belges ont participé au déminage. Ça a été l'aspect le plus faible de la coalition, par manque d'informations, avec 2 navires américains endommagés. Ça a empêché certains cuirassés d'attendre la Seconde Guerre mondiale de venir aider dans les bombardements comme prévu, mais ils ont quand même pu tirer 1102 obus en soutien. Pour l'Iran, l'aspect naval est beaucoup plus complexe et intéressant. En résumé, l'Iran avait une véritable flotte avec des frégates, des corvettes, des sous-marins, un pétrolier converti en base mobile, un porte-drone et une flotte de petits bateaux rapides. Ça n'a pas été un problème pour les Américains qui ont détruit la plupart de la flotte. Le plus gros problème était venu avec la capacité iranienne à bloquer le détroit d'Ormuz avec la menace des drones, des missiles et des mines. 20% du pétrole mondial passe par là et beaucoup d'engrais. Les Iraniens ont initié le blocus dès le début de la guerre, un blocus d'ailleurs illégal selon le droit international, ce qui a essentiellement paralysé le commerce dans la zone et radicalement fait monter les prix pétroliers avec des impacts de long terme. Les États-Unis ont fini par imposer un blocus distant contre les exportations iraniennes le 13 avril. Ce blocus-là était légal du point de vue du droit international parce que contre un belligérant, mais ça a été quelque chose qui a été géré encore une fois de manière incohérente par l'administration Trump. Pour analyser ça, je vais me référer à l'approche de Julian Corbett, un théoricien naval britannique qui a publié en 1911 son excellent livre, personnellement mon préféré dans le domaine. Comme Corbett disait, en mer, il n'est pas tant question de conquête territoriale, mais de droit de passage. La mer peut être un moyen de communication autant qu'une barrière, et la guerre navale vise à la maîtrise des communications sur mer. Un des buts de la guerre navale est le contrôle de la mer, et par là on veut dire rendre hors des capacités de l'ennemi d'utiliser des communications communes ou d'interférer avec les nôtres. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de sécuriser le contrôle, ils vont se contenter d'essayer de le garder en dispute, notamment avec de la défense active et des contre-frappes mineures pour empêcher leur ennemi de faire ce qu'il veut. C'est ce que l'Iran a fait. Ils n'ont pas les moyens pour assurer la maîtrise sur le Golfe, mais ont les capacités pour empêcher les autres de le faire.
Hormuz est la grande carte de l'Iran dans un conflit, ça l'est depuis des décennies, mais pourtant on a gardé l'impression que les Américains n'étaient pas préparés. Ils ont affirmé que bien sûr que oui, qu'ils avaient pris ça en compte, et qu'ils n'allaient pas le laisser fermer longtemps. Pourtant, quelques mois avant, les Américains avaient retiré leurs 4 navires de déminage Avenger Class qui étaient stationnés au Bahreïn spécifiquement contre la menace iranienne, et durant la guerre, seulement en avril, 2 ont été envoyés. Les autres navires de déminage américains dans la région sont des LCS convertis. Comme disait Corbett, encore plus important que la guerre navale est la pression économique, d'attaquer les finances de l'ennemi. On veut infliger assez de dommages sur son commerce pour qu'il cherche la paix. C'est encore là ce que l'Iran a fait dès le début avec les prix pétroliers, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué les voisins du Golfe. Les Américains, quant à eux, n'ont pas frappé les infrastructures économiques iraniennes, n'ont pas pris l'île de Karg, d'où 90% du pétrole iranien passe, et ont attendu le 13 avril pour un blocus sur l'Iran. Le blocus américain, comme on l'a vu, était pas parfait et a laissé passer certains bateaux, notamment vers la Chine. Les estimés de résilience iranienne étaient divergents. Certains disaient que les revenus pétroliers iraniens en mai étaient 84% plus bas qu'en mars, tandis que les fuites de la CIA estimaient que l'Iran pouvait encore encaisser plusieurs mois. Corbett disait que lorsque le contrôle de la mer est disputé, on peut arriver à un équilibre stable, avec aucun côté assez puissant pour dominer. La prépondérance ne dépend pas uniquement de la force, mais de la relation entre la force et les positions navales, comme des bases ou des terminaux commerciaux, de la situation elle-même et des objectifs de la guerre ou de la campagne. C'est le résumé de la situation qu'on a eue. Trump a constamment rappelé que la flotte iranienne de haute mer était détruite, bravo, mais les Iraniens réussissaient par guerre asymétrique à disputer le détroit. Les Américains n'avaient pas leur flotte tout prêt pour assurer la stabilité, ils la tenaient à des centaines de kilomètres plus loin pour se tenir loin des menaces. Trump a vanté son opération de convoi Project Freedom le 4 mai, mais ça a duré seulement 24 heures avec un passage. Comme Corbett le soulignait, il est généralement dans l'intérêt de la nation la plus puissante de chercher un événement décisionnel pour terminer le conflit, et pour ça la manière la plus drastique est de détruire les moyens de l'ennemi d'interférer. Ces moyens-là ici étaient les moyens asymétriques iraniens, les drones, les missiles et sa petite flotte de bateaux. Sauf que pour entièrement les arrêter, il aurait fallu une intervention terrestre, soit pour tenir la côte ou encore mieux pour déloger le régime, mais ça aurait pris des mois de préparation. Comme Corbett disait, le côté faible va normalement tenter d'éviter ou de retarder une décision pour pouvoir redresser la balance avec des opérations mineures. Donc on voit que la situation pour les États-Unis était assez difficile, que l'Iran a joué ses cartes à fond et que le manque de cohérence de l'administration Trump a plombé la situation. De l'autre côté, pour la guerre du Golfe de 1991, la guerre navale a été un facteur moins important, mais parfaitement cohérent dans la stratégie de la coalition. La guerre du Golfe s'est terminée de manière claire, nette et victorieuse pour la coalition, mais quand même avec des répercussions négatives. Après 180 jours d'interdiction maritime et 38 jours de bombardement aérien, la phase finale de Desert Storm a débuté. Les objectifs de la campagne étaient d'éjecter les forces armées irakiennes du Koweït, de détruire la garde républicaine dans ce théâtre d'opération et d'aider à restaurer le gouvernement légitime du Koweït. Il y avait des centaines de milliers d'hommes et des milliers de blindés des deux côtés, mais la coalition était mieux préparée, mieux entraînée, mieux menée et mieux motivée. Les Marines ont attaqué le matin du 24 février directement vers le Koweït pour que le 7e corps à l'ouest effectue un crochet pour isoler et détruire les unités irakiennes dans le théâtre. Finalement, les progrès des Marines étaient tellement rapides que le 7e corps a devancé sa propre attaque. Les Irakiens étaient en déroute et s'étaient jamais attendus à une attaque depuis le désert. Avec les Marines qui s'approchaient de la capitale du Koweït, les soldats irakiens dans la ville se sont enfuis avec des voitures et des biens volés. L'aviation les a pilonnés, avec presque 1500 véhicules détruits et 200 à 300 Irakiens tués. Les rapports médiatiques ont grandement exagéré les événements par contre. Le chef d'état-major américain Powell craignait les répercussions sur l'opinion américaine et voulait que la guerre se termine au plus vite. Pour les militaires sur place par contre, il fallait encore boucler la boucle, avec l'ennemi qui continuait à se défendre. Il a été décidé de terminer la guerre terrestre après 100 heures de combat, un chiffre arbitraire destiné à la communication. Plusieurs divisions d'élite irakiennes de la garde républicaine avaient pu s'enfuir par contre, avec 842 chars d'assaut. Il restait que l'armée irakienne avait été violentée et pouvait plus poser une menace régionale. Les buts de la guerre avaient été atteints et il n'y avait jamais été question de progresser plus loin en Irak. L'armée irakienne était passée de 70 divisions à 31, incluant la garde républicaine de 12 à 7. Plusieurs n'étaient pas satisfaits, parce que les Américains ont tendance à penser en termes de guerre totale comme dans la Seconde Guerre mondiale. Ici, il y avait un cessez-le-feu, mais avec Saddam encore au pouvoir et des forces irakiennes pas totalement détruites. Mais la grande majorité des guerres sont pas des guerres totales. La guerre était sans précédent aussi pour les faibles pertes de la coalition.
Pour les Américains, c'était 613 pertes, dont 146 morts au combat et 467 blessés. Le reste de la coalition avait eu 98 morts. Même avec une victoire militaire aussi retentissante, le président Bush restait humble. 7 months ago, America and the world drew a line in the sand. We declared that the aggression against Kuwait would not stand. And tonight, America and the world have kept their word. This is not a time of euphoria, certainly not a time to gloat, but it is a time of pride. Pride in our troops, pride in the friends who stood with us in the crisis, pride in our nation, and the people whose strength and resolve made victory quick, decisive, and just. No one country can claim this victory as its own. It was not only a victory for Kuwait, but a victory for all the coalition partners. This is a victory for the United Nations, for all mankind, for the rule of law, and for what is right. Si on compare ça encore avec Trump, It's incredible. We wiped out a big Navy, very powerful Navy. You know, these were ships, these were serious ships. These were ships that you buy when you want to win battles. We've had tremendous success. But while we're doing all of these things, we're achieving major strides toward completing our military objective. And some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. la guerre avait coûté 61 milliards aux Américains, mais les contributions financières de d'autres pays pour aider étaient de 53,6 milliards. La guerre avait démontré les forces du renforcement militaire de Reagan, notamment en termes de technologie de précision, mais aussi ses faiblesses, à savoir le manque d'équipement de déminage sur terre et sur mer et le manque d'appareils de transport. La fin de la guerre a surtout démontré le besoin de planifier pour la paix qui va suivre. L'administration était complètement impréparée à la situation. Powell et la Maison-Blanche avaient décidé de terminer en se basant sur des informations initiales fragmentaires. Les forces irakiennes qui s'étaient échappées allaient prendre part à la répression des chiites et des Kurdes, avec des milliers de morts encore, menant à des sanctions internationales, des zones d'exclusion aérienne et d'autres mesures durant les années 90. Pour la guerre en Iran, c'est un conflit qui, à l'heure où je filme, le 5 juillet, n'est pas terminé encore. L'Iran a surpris les Américains par la capacité du régime à rester au pouvoir et par des décisions imprévisibles. L'administration Trump a commis l'erreur classique, comme un McNamara ou un Harriman, de penser que les adversaires analysent une situation comme eux. Trump fait constamment référence à la capture de Maduro au Venezuela comme un modèle à répliquer, mais ici c'était une situation complètement différente. Parce que depuis le début c'était complètement incohérent et improvisé, la guerre était impopulaire. D'un point de vue tactique et opérationnel, c'était réussi, on s'attendait pas à moins, mais d'un point de vue stratégique, c'était le chaos. Il n'y a pas eu d'offensive terrestre pour terminer la guerre ici, parce que Trump voulait éviter absolument une grande campagne terrestre pour des raisons électorales. Ça aurait été la solution la plus efficace par contre pour changer le régime, ouvrir Hormuz et empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. La guerre aérienne et navale peuvent pas arriver à ça tout seul. Dans tous les cas, l'armée iranienne n'était pas aussi forte que celle de Saddam, mais la géographie du pays aurait rendu ça difficile. On avait au début de mars des rapports d'opération par les Kurdes qui disaient avoir des milliers de combattants, mais on n'a jamais eu de nouvelles sur ça. La seule véritable arme de l'Iran, c'est le détroit d'Hormuz qui met le temps de son côté. Sans ça, les Américains auraient pu rester plus longtemps et auraient eu plus de marge de manœuvre. On a en ce moment un cessez-le-feu avec des négociations. Le cessez-le-feu est imparfait, mais honnêtement, dans l'histoire, c'est très rare d'avoir un cessez-le-feu sans violence, comme on l'a vu dans les Balkans. Pour les négociations, Trump veut sortir du conflit pour s'aider dans les élections de mi-mandat et proclame sans arrêt un accord imminent. En parallèle, il a menacé l'Iran de destruction partielle ou totale plusieurs dizaines de fois durant le conflit, la plupart du temps sans mettre sa menace à exécution. Sauf que l'Iran va jamais abandonner son programme nucléaire, surtout après avoir été battu militairement de la sorte. Le régime avait trompé le monde et la EIA et peut encore le faire. Et surtout, l'obsession sur la destruction d'Israël demeure encore. En plus de ça, le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban vient compliquer les choses. Le Hezbollah est l'extension de l'Iran, un outil pratique pour semer le chaos et provoquer une réplique israélienne et attirer des critiques internationales. Même si les Américains s'extirpent du conflit, Israël va vouloir continuer pour atteindre ses objectifs. En principe, l'Iran a juste à survivre pour s'autoproclamer vainqueur, mais le pays est dans très mauvais état. Il l'était déjà avant la guerre avec des pénuries d'eau et des manifestations. Comme j'avais déjà mentionné, il y avait des rapports médiatiques qui parlaient souvent de pénurie de missiles d'un côté ou d'un autre.
On avait à l'inverse le Washington Post disant que l'Iran avait encore les 3/4 de ses lanceurs mobiles. La vérité reste inconnue, mais une chose est sûre, avec le cessez-le-feu, les Iraniens s'empressent de rétablir leur capacité de missiles et de drones. Ce que j'ai pas mentionné aussi était l'impact à long terme sur le pétrole. Beaucoup d'infrastructures pétrolières dans la région ont été mises en arrêt par peur des frappes iraniennes, et ça peut pas être reparti d'un claquement de doigts, ça prend beaucoup de temps. Avec les dommages iraniens sur d'autres aussi, ça va prendre encore plus de temps. Une chose est sûre, il va avoir un impact de long terme sur l'inflation. Mais comme Trump avait écrit le 1er juin, "Just sit back and relax, it will all work out well in the end, it always does." Vous avez pu remarquer que la guerre du Golfe de 1991 était pas en tout point parfaite, mais était cohérente, bien menée, avec des objectifs clairs, des forces et préparations dédiées, une véritable coalition internationale, et surtout l'atteinte de tous les objectifs. Ce qui a plombé la guerre de Trump n'était pas le manque de moyens ou de capacités, c'était le manque de cohérence. C'est la présence d'objectifs clairs, de communication efficace et de préparation exhaustive pour toutes les phases de la guerre qui a manqué en Iran. Ça a été mené, comme on dit au Québec, tout croche, à la Trump, et le résultat va avec. Bon, ben c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et vous abonner, et on se revoit bientôt.